La loi Neuwirth, une loi? Non, une révolution. 28 décembre 1967, la contraception et la pilule sont enfin autorisées. Depuis la fin de la guerre 14-18, toute contraception était formellement interdite. Les femmes, les familles, prennent le contrôle de leur vie. Aujourd'hui, est-ce que grâce à la pilule, votre vie a changé? Ah oui. Assurément, j'ai un équilibre dans mon ménage que je n'avais pas avant. Qu'est-ce que vous pensez que ça a apporté aux femmes? Déjà beaucoup de liberté, parce que les familles nombreuses... Des estrogènes, c'est-à-dire des hormones, tels sont les produits encore assez mal connus. En 1967, la pilule hormonale a 10 ans. C'est une invention américaine autorisée aux USA depuis 1960. Des manifestations sont organisées pour l'exiger. Antoine la réclame aussi. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Le dossier devient politique. François Mitterrand, candidat en 65 face au général de Gaulle, en fait un argument de campagne. On ne peut plus ignorer maintenant que le problème du contrôle des naissances est posé à la nation. Mais c'est un député gaulliste qui fait passer la loi après des semaines de débats houleux. Cette loi peut nous servir dans un sens qu'il permettra à toutes les femmes qui désirent avoir des enfants de pouvoir les avoir en sachant que leur avenir et les moyens leur seront donnés de pouvoir les élever. Attention, pour la trouver en pharmacie, il faut attendre 1969. Elle ne sera remboursée par la Sécurité sociale qu'en 1974. Aujourd'hui, 4 millions de femmes la prennent quotidiennement. Décriée parfois pour ses effets secondaires, elle reste le contraceptif numéro 1. Elle a changé nos vies. Juliette on nous dit que le droit des femmes est en danger avec les polémiques sur la pilule, mais à quand une pilule pour les hommes? Je crois que ça vous concerne, Florian Gouttière. Quel enchaînement. Pas personnellement, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on parle contraception côté femmes et côté hommes, les Français songent à l'incontournable préservatif ou à la méthode, donc effectivement plus aléatoire, qui consiste à se retirer, la méthode du retrait. Mais ça fait un moment qu'on parle de la pilule pour hommes, qu'il y aurait beaucoup de recherches dessus. Et on en est où? Alors, on va reprendre les choses vraiment à la base. La contraception masculine sur le papier, ça se résume à empêcher des spermatozoïdes viables de parvenir à féconder l'ovule. Alors pour ça, il y aurait plusieurs recettes. On peut imaginer empêcher la production de spermatozoïdes. On peut imaginer fragiliser leur flagelle ou leur tête pour qu'ils ne puissent pas traverser la paroi de l'ovule. Ou enfin, leur bloquer le passage. Alors, bloquer le passage, on pense à la vasectomie notamment. Est-ce qu'il y a aussi d'autres méthodes? Parce que celle-ci, ça ne marche pas toujours. Alors, la vasectomie, c'est un élément intéressant parce que voilà, quand on parle de contraception, on imagine immédiatement une réversibilité garantie du procédé. Alors la vasectomie, elle est réversible. Ça s'appelle une vasovasectomie. Ça consiste à relier les canaux qui ont été sectionnés lors d'une vasectomie. Mais le taux de succès de cette opération, il est de 7 à 9 sur 10. Ça semble bien, mais ça fait quand même donc de 10 à 30% de non-réversibilité. Donc si l'objectif, c'est d'avoir vraiment la maîtrise de sa fertilité, là, on est face à une trop grande incertitude. Ouais. Donc, alors on le disait, en France, il y a moins d'1% des hommes qui ont recours à la vasectomie. Dans d'autres pays, on atteint 20%, notamment les pays du Nord, les pays anglo-saxons. Voilà. Et alors, il y a d'autres méthodes qu'on peut proposer en France pour les hommes? Alors, quand on fait une recherche rapide sur Internet pour se renseigner, on tombe régulièrement sur deux méthodes qui ont l'air efficaces. Mais alors, quand on regarde de plus près de quoi il s'agit, c'est deux méthodes qui sont proposées dans 2 centres en France, par seulement 2 andrologues, et qui n'ont que très peu de personnes qui suivent ces techniques. Alors, la première de ces méthodes, c'est une contraception à base d'une injection régulière d'hormones. Les injections hormonales, il y a beaucoup de recherches qui sont menées dessus depuis 25 ans, avec des protocoles qui ont été établis à l'époque par l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a beaucoup de synthèses de ces études qui ont été publiées récemment, donc on a un vrai recul dessus. Pour bien parler de ce que c'est, initialement l'objectif c'était de faire vraiment une azospermie qui n'est plus du tout de spermatozoïdes en cherchant le bon dosage d'hormones. Alors pourquoi vous dites initialement justement? Eh bien parce qu'on a révisé cette ambition à la baisse, on s'est aperçu qu'au cours des tests, la concentration de spermatozoïdes, lorsqu'elle est suffisamment faible, moins d'1 million de spermatozoïdes par millilitre à peu près, eh bien, la probabilité de fécondation, elle est très basse. Et donc, en fait, on a un taux de succès qui est voisin de celui de l'utilisation courante de la pilule féminine. Donc, les résultats des différents essais cliniques chez l'animal, c'était excellent. Et chez l'homme, c'est beaucoup plus mitigé aujourd'hui. Et pourquoi? C'est moins simple que ça, finalement? C'est moins simple que ça. Tout le monde ne répond pas au traitement, donc c'est la première chose. Ensuite, le taux d'effet indésirable lourd
il est vraiment nettement plus fréquent que ce observé chez les utilisatrices de pilules. Et enfin, dans certains essais, il y a quelques volontaires qui sont restés stériles. Donc, il y en a chez qui ça marche, en effet, mais voilà, la question c'est ça. C'est comme il y a plein de protocoles de dosage différents qui sont étudiés, aujourd'hui on n'a pas encore trouvé une bonne recette qui pourrait être mise sur le marché en se disant que voilà, on aura le même taux de succès et le même niveau de sécurité que ce qu'on a obtenu aujourd'hui avec la contraception hormonale féminine. Et puis on peut ajouter aussi que ces protocoles qui impliquent une injection, au niveau de l'acceptabilité sociale, c'est un peu plus compliqué par rapport à la simple prise d'une pilule. Donc même voilà, on ne sait pas sûr que ça prenne facilement dans la société française. Cette dichotomie homme-femme dans, on va dire, la sensibilité aux hormones ou autre, ça vous parle? Ça vous... Oui, alors nous on connaît un peu les méthodes de contraception masculine parce qu'on travaille justement au planning avec les personnes qui en France essayent de faire avancer l'accessibilité à une contraception masculine. Donc vous avez évoqué la contraception hormonale, il y a aussi la contraception thermique. Alors, oui, on va en parler. C'est quoi ces slips chauffants, dites donc? Oui, voilà, quand on va sur Internet, on voit marqué il y a des slips chauffants, des slips chauffants. Alors c'est là encore un peu plus compliqué. C'est un médecin andrologue de Toulouse qui en vante les vertus. Ça part du constat qu'on peut stopper la genèse des spermatozoïdes en élevant la température des testicules au-dessus de 37 degrés. C'est la raison pour laquelle les testicules sont hors du corps, à la merci des courants d'air. L'idée, c'est donc d'avoir... on peut porter des caleçons aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir un vêtement qui les plaquerait contre le corps pour élever leur température au-dessus de 37 degrés. Alors ça s'impose qu'il soit au-dessus de 37 degrés, donc plaqué contre le corps pendant plus de 14 heures, entre 14 et 15 heures au minimum. Et au bout de 2 mois et demi du cycle de production des spermatozoïdes, on est censé donc ne plus être fertile. Ça semble très bien. Alors, outre l'aspect éventuellement esthétique ou inesthétique de ce fameux slip, ou inconfortable. Alors, même si, moi, ce que j'ai vu, a priori, les gens sont... les quelques personnes qui ont essayé la technique, ils disent que c'est pas inconfortable. Non, c'est pas inconfortable. Vous avez essayé? Non, mais j'ai des témoignages. Il vous manque quelque chose pour juger, si je peux me faire. Mais en fait, on n'a surtout pas de recul au niveau du volume de données scientifiques publiées et d'expériences reproduites pour évaluer le taux d'échec de la technique in situ quand on l'utilise vraiment. Donc pour 20 utilisateurs confiants, en fait, voilà, on ne sait pas vraiment quel est le vrai taux d'échec de la technique aujourd'hui. Et ça se fait déjà? Vous avez demandé ça au Père Noël dans la hotte ou je n'ai pas encore demandé, mais je n'ai pas encore fait ma liste. Pas encore fait la liste, il est encore temps. Oui. Donc ça, c'est ce qui se fait pour l'instant, on va dire. Est-ce qu'il y a un avenir de la contraception masculine? Alors durant les 10 dernières années, il y a une quantité vraiment impressionnante de molécules qui ont été identifiées, qui ingérées ou injectées, avec lesquelles on obtient vraiment des résultats impressionnants chez le lapin ou la souris. Bon. Sauf que nous ne sommes pas des lapins et des souris. Voilà, il y a des essais chez des primates non humains, donc on a vu que l'essentiel de ces molécules ne fonctionnait pas donc, chez les singes. Pour les molécules qui fonctionnent chez le singe, tôt ou tard, elles vont être expérimentées chez l'homme. Mais aujourd'hui, bien malin celui qui pourra dire lesquelles auront la même fiabilité, surtout le même rapport bénéfice-risque, voire un bénéfice-risque supérieur à celle qu'on a aujourd'hui avec la contraception hormonale féminine. Une petite dernière technique dans les tuyaux? Alors dans les tuyaux, c'est le cas de le dire. C'est bien car imagé. Ça consiste à injecter un gel dans les canaux déférents, donc sur le passage des spermatozoïdes, lors d'une éjaculation. Et donc ce gel, il va se répartir sur les parois du canal et désagréger la membrane des gamètes. Alors à la fin des années 90, il y a eu des essais qui ont été menés en Inde, qui ont été arrêtés parce qu'il y a eu des soupçons de toxicité sur le procédé. Ça a été un peu amélioré. Ça a été relancé en Inde, donc on n'a pas encore les résultats publiés. Aux États-Unis, ils ont essayé de refaire la même chose. Chez le lapin, succès total. Chez le babouin, ils ont obtenu des résultats assez médiocres, mais ils se sont dit que c'était peut-être une erreur dans le protocole. Ils ont relancé la chose, et là, ça a été relancé l'an dernier. On a mis des babouins mâles en présence de babouins femelles, et si dans les mois qui viennent, eh bien, il n'y a pas de petit babouin qui naît, l'homme est le prochain sur la liste. Très bien. Bon. Les hommes sont très demandeurs de maîtriser la contraception aussi, ou pas? Je crois qu'il y a un travail à faire justement. Quand j'évoquais tout à l'heure l'éducation à la sexualité, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire parce que jusque-là, la contraception est restée beaucoup une affaire de femmes. Quand on a parlé tout à l'heure de l'arrivée de la loi Neuwirth et de la pilule, une des conséquences, ça a été la féminisation liée à la médicalisation de la contraception. Là, on a fait porter la responsabilité de la contraception sur les femmes. Donc aujourd'hui, on est dans une démarche de dire, mais ça concerne autant les femmes que les hommes, et donc ça se travaille
travail à la fois au niveau des techniques. Je pense qu'on a vraiment un travail à faire sur les recherches. Il y a des hommes qui sont mobilisés autour de ça et qui disent il faut qu'on travaille à rendre accessible cette contraception. Vous évoquiez... Il y a beaucoup de labos qui sont impliqués. Ça les intéresse. En France, ça les intéresse pas beaucoup, ça on peut le dire. Ça c'est très clair. Ni la recherche, ni les laboratoires pharmaceutiques. Vous parliez de l'injection tout à l'heure. Il existe aussi des formes de contraception féminine par injection et ça pose pas de problème, quoi. Donc j'ai envie de dire... C'est-à-dire les femmes étaient dans l'urgence d'avoir une contraception parce que c'est elles qui portaient les conséquences d'une grossesse. Donc il fallait régler. Les hommes se sont toujours trouvés un petit peu protégés d'assumer la grossesse qui allait venir. Mais je trouve qu'effectivement on se pose beaucoup de questions sur le bien-être des hommes. Est-ce qu'ils vont supporter? Est-ce que le slip est confortable ou pas? Est-ce que les hormones... pas présenté comme ça, mais... vous êtes en train de dire que les hommes sont des petits êtres fragiles. Non, ils sont très protégés sur les conséquences. Je rappelle que quand même les premières pilules étaient fortement dosées. Les femmes ont pris ces pilules. Maintenant, et les hommes n'en avaient cure. Les hommes s'en moquaient royalement. Pardon? Les hommes s'en moquaient royalement que les femmes prennent quelque chose différent. Mais tout à fait, c'est-à-dire c'est très important de voir. Les questions, j'ai vu sur un reportage des femmes qui se plaignaient de la question de la libido, puisque ce qu'on reproche aux hormones pour les hommes, c'est ça va changer leur virilité. Non seulement il y a moyen de compenser cette virilité par une injection d'une hormone contraire, mais on s'est peu préoccupé des effets secondaires dits mineurs, notamment la question de la libido qui a toujours été balayée d'un revers de main. Or, elle se pose réellement concernant la pilule et les femmes prennent la pilule. Donc, je pense que vraiment, les recherches auraient pu avancer beaucoup plus vite et le dernier projet dont vous avez parlé, le gel intra-canal déférent, est vraiment peut-être la voie d'avenir qui permet... Juste pour comprendre, pourquoi est-ce que c'est si différent de bloquer la production de spermatozoïdes ou de bloquer l'ovulation techniquement? Pourquoi techniquement, la production de spermatozoïdes, elle est continue. On n'est pas sur un cycle avec quelque chose de repérable, ça c'est déjà... mais sinon, une fois qu'on a la maîtrise des hormones, on a la maîtrise de cette production, qu'elle soit continue ou séquentielle. On pas aller aussi assez loin dans les recherches pour arriver à trouver le bon quelque dosage. chose, le bon dosage, tout à fait. C'est peut-être simplement aussi une question de mobilisation et de motivation. C'est pour ça que je pense qu'il y a, au-delà des techniques, l'intérêt c'est de mobiliser les femmes et les hommes sur ces sujets-là. Et je pense que plus on travaillera tôt sur une éducation à la sexualité qui permet aux garçons de s'impliquer dans la contraception, plus on permettra à des hommes et à des femmes de pouvoir accéder ensemble à des moyens de contraception. On voit bien en Angleterre, on voit bien aux Pays-Bas, les hommes ne sont pas différents des Français. Simplement, cette éducation, elle est intégrée dès le départ en milieu scolaire. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. 6% des lycéennes ont donc eu recours à une IVG, une interruption volontaire de grossesse, chiffre révélé par la mutuelle étudiante la SMEREP, chiffre qui atteint les 10% en Île-de-France. Bonjour Elisabeth Paganelli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Vous êtes gynécologue, secrétaire général du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France. Comment expliquez-vous ces chiffres ? Alors déjà, l'IVG n'est pas un moyen de contraception et à l'inverse, la pilule a été diabolisée. Il y a eu le fameux scandale de 2013 où on a malheureusement beaucoup parlé de risques, des risques d'écaillots, de mauvaises prescriptions et je pense que ça a marqué beaucoup de femmes et beaucoup de mères même de ces jeunes filles. On n'a par contre aucun message pour expliquer les bénéfices des pilules depuis 3 ans. Je me permets de vous arrêter. Dans un premier temps, ça veut dire quoi? Que les jeunes filles et une partie de leur maman n'ont plus confiance dans les pilules? Eh oui, elles n'ont plus confiance dans les pilules et elles n'ont plus confiance dans les hormones. Parce que actuellement, c'est l'époque du bio. Et pour eux, le bio, c'est naturellement, on prend plus d'hormones.
Or, au naturel, les rapports sexuels, ils sont faits pour faire des bébés. Donc, si vous voulez ne pas être enceinte, il faut quand même trouver des solutions. Et les hormones, elles ont été diabolisées. Or, malheureusement, toutes les contraceptions en contiennent, excepté le stérilet au cuivre. Mais j'avais envie de vous dire que les grands-mères de ces jeunes filles, et donc la maman les mamans des mères qui aujourd'hui accompagnent leurs filles dans ce type de démarche, se sont battues pour pouvoir obtenir la pilule, se sont battues pour pouvoir obtenir le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ça peut troubler, non ? Et se sont battus pour ne pas faire trop d'enfants, pour avoir des rapports sexuels avant le mariage, ce qui est le cas. Maintenant, en France, quand même, on favorise, on accepte les rapports en dehors, chez des femmes très jeunes, bien avant qu'elles soient mariées. Donc, bien sûr, il faut une solution. Et nous, on comprend pas du tout pourquoi elles se retournent vers du bio, contre les hormones, tout à fait. Donc il y a une défiance à l'égard du médicament, doublée aujourd'hui quoi, d'une perte des valeurs ou de la compréhension de ce que c'est réellement qu'une interruption volontaire de grossesse ? Alors probablement. L'IVG, par contre, d'un autre côté, c'est vraiment simplifié. C'est vrai qu'il y a eu l'IVG médicamenteuse de ville, qui est beaucoup plus simple. Les jeunes filles n'ont pas à aller à l'hôpital, ça peut être fait sur le terrain. Il y a la gratuité, il y a l'anonymat. Un téléphone vert pour les orienter. On nous demande de les prendre en urgence. Tout est fait finalement pour favoriser l'IVG médicamenteuse et malheureusement pas pour la pilule. Alors on retrouve cette méfiance, elle existe aussi vis-à-vis des médecins, du médical, des actes, et j'allais vous dire, c'est peut-être l'histoire des vaccinations, de la vaccination qui est de plus en plus remise en cause alors qu'elle a sauvé la vie à l'humanité. On est dans le même ordre d'esprit ? Moi, je le crains, oui. Et tous les gynécologues, on commence à se poser des questions. Comment ça se fait que les gens soient absolument devenus contre nos hormones, comme ils disent. Quand on pense que beaucoup de femmes prennent du lévothyrox, c'est une hormone, mais les pilules, ça, c'est autre chose pour eux. Une dernière chose, Elisabeth Paganelli, peut-être rappeler que l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un acte anodin, même si nous entendrons un témoignage assez perturbant dans le journal de 8 heures, recueilli par Léo Diguilla. Je précise qu'il s'agit d'une jeune étudiante en sciences politiques de 22 ans qui a d'ores et déjà pratiqué 5 fois l'IVG. Ah, c'est possible, c'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain, tout à fait. Mais vous n'êtes pas surpris par ces comportements ? Non, parce que on veut du rapide. Alors finalement, la pilule, il faut la prendre régulièrement. C'est une contrainte, ça c'est le grand mot qui a été dit, contrainte. Si vous la prenez pas régulièrement, vous serez enceinte. Alors finalement, je trouve plus pratique que parfois, tant pis, on prend des risques. S'il y a un problème, on aura à faire les prises de sang pour faire rechercher les maladies sexuellement transmissibles. Et puis si on est enceinte, il y a l'accès à l'IVG. Merci beaucoup Elisabeth Paganelli. Je rappelle que vous êtes gynécologue, secrétaire générale du syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, et que ce qui fut longtemps un acte de liberté est devenu aujourd'hui, en tout cas pour un certain nombre de jeunes femmes, une contrainte.